Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, science-fiction, avec Le Sultan des Nuages de Geoffrey Landis. Donc c'est la traduction de The Sultan of the Clouds, traduit de l'anglais aux États-Unis par Pierre-Paul Durastanti, avec une très belle couverture comme d'habitude de Aurélien Polis, dans la très belle collection Une heure lumière des éditions du Bélial. La novella en VO date de 2010, ça vient tout juste de sortir en français, c'est un petit bouquin de 107 pages. Retour à la remarquable collection Une heure lumière des éditions du Bélial. Après avoir incompréhensiblement peiné sur Poumon vert de Yana MacLeod et laissé de côté pour l'heure le regard de Ken Liu, mais ça viendra, je me mets presque des parutions aux deux nouveaux titres de cette belle gamme de novellas, avec un certain effort de volonté, même si difficilement justiciable, car je laisse délibérément mijoter un peu 24 vues du mont Fuji par Hokusai de Roger Zelazny, qui me fait vraiment de l'œil, nippo-tentaculaire. En attendant, voici donc paru en même temps Le Sultan des Nuages de Geoffrey Landis. Comme nombre des titres de la collection, ce petit volume très aéré a été récompensé en l'espèce par le prix Theodore Sturgeon 2011. Il avait également été finaliste du prix Nebula. Et là, j'avoue mon ignorance. Je n'avais jamais entendu parler de ce Geoffrey Landis, ou alors j'ai oublié. Ce qui n'a au fond rien d'étonnant, l'auteur est très peu prolifique, si très souvent primé. Outre le prix Theodore Sturgeon pour la présente novella, il a remporté 2 Hugo en 1992 et 2003 pour ses nouvelles Marche au soleil et Falling onto Mars, le Nebula de la meilleure nouvelle 1989 pour Quelques rides sur la mer de Dirac, et le Locus du meilleur premier roman 2001 pour Mars Crossing. Par ailleurs, il n'a été que très peu traduit en français. Avant Le Sultan des Nuages, du coup le premier volume français à son nom, seules 4 de ses nouvelles avaient été traduites, et il y a assez longtemps de cela, dans des anthologies épuisées depuis un bail. Mais il n'est jamais trop tard pour découvrir, hein. Et les aperçus biographiques de l'auteur, entrevus ça et là, inspirent plutôt confiance. Si l'auteur de SF est rare, il dispose assurément du background pour livrer des récits spéculatifs éventuellement pointus, car il est avant toute chose un scientifique américain attaché à la NASA, et dont les recherches portent notamment sur l'exploration de Mars et de Vénus, ainsi que sur les technologies associées. Il en a breveté quelques-unes, concernant notamment l'habitat. On est dès lors tenté de voir en lui un auteur à rattacher au courant Hard Science, aux côtés notamment d'un Greg Egan ou d'un Stephen Baxter, et je suppose que c'est bel et bien ce qu'il est, mais il peut être aussi autre chose, et je dois dire que c'est peut-être surtout cette autre chose qui m'a parlé dans cette sympathique novella. Nous sommes quelques siècles dans le futur. Pas si loin sans doute, et le système solaire est encore en cours de colonisation, suffisamment toutefois pour que l'humanité ait changé au-delà de la seule technologie. Un de ces changements, mais peut-être pas forcément le plus significatif, consiste en la disparition de l'État dont les attributions ont été accaparées par des firmes aux dimensions colossales, façon cyberpunk. Le docteur Léa Amakawa est une éminente scientifique, un génie à vrai dire, même si sans doute un peu sèche, qui travaille sur diverses approches de la colonisation du système solaire, incluant de nouveaux habitats et les procédés de terraformation. Elle a beaucoup travaillé sur Mars, mais pas uniquement. À ses côtés, son collègue David Tinkerman, enfin collègue. Lui est plus un technicien qu'un vrai scientifique, à les en croire tous deux, ce qui n'empêche bien entendu pas d'être fou amoureux du docteur Amakawa, laquelle n'en tient guère compte globalement, et ce plus ou moins loser est notre narrateur. Un beau jour, façon de parler, Léa Amakawa reçoit une lettre, une vraie lettre au sens matériel, avec une enveloppe manuscrite, ce qui n'est certes pas banal. Et c'est une invitation à se rendre dans la ville flottante d'Hypatie sur Vénus pour y discuter de ses travaux, notamment martiens. La lettre est signée Carlos Fernando de la Croix Ortega de la Rola y Nordwald Kronbaum, le puissant héritier d'une des plus grandes et riches firmes de l'ensemble du système solaire. Le docteur Amakawa accepte l'invitation et se rend donc sur Vénus, où elle est accueillie par son hôte, qui s'avère être un gamin de 12 ans en année terrienne, ce qui n'enlève rien à sa puissance de sultan des nuages. Mais dans ses bagages, sans garde d'explication, la scientifique de génie a embarqué son technicien David Tinkerman, qui observe tout ce qui se produit autour de lui, et autour d'elle, avec des yeux en permanence exorbités par la surprise et l'incompréhension. Et il se trouve que l'enfant prodige a des idées derrière la tête. Étonnant, non? Ce dont on ne s'étonnera pas, par contre, et en juger par la biographie de l'auteur, c'est que la question de l'habitat vénusien soit aussi centrale dans Le Sultan des Nuages. Et c'est très certainement à ce niveau que se situe la connotation hard science qu'on était tenté de lui accoler d'emblée. Nous nous intéressons donc beaucoup à Hypatie, et derrière elle, nous entrevoyons plus de 10 000 autres villes flottantes, dont plus de la moitié appartiennent à l'héritier Nordwald Kronbaum. Le principe même de ces habitats ne manque pas de rappeler quelques souvenirs en tête, le cas échéant la Bespén de l'Empire contre-attaque, ou la Zalem de Gunm, mais les autres exemples seraient légion.
Plus ou moins contemporain de la novella, j'aurais toutefois sacrément envie de mentionner l'excellent jeu de rôle Eclipse Phase, dont la description de Vénus dans le livre de base et dans le supplément Sunward est vraiment très très proche de ce que l'on trouve ici et à tous les niveaux. Le Sultan des Nuages est peut-être bien une inspiration de choix pour ce jeu à l'univers si fascinant. Mais l'approche de ces villes flottantes est ici très réfléchie de manière générale. C'est qu'il y a dans cette novella un véritable discours scientifique qui justifie le choix de cet habitat étonnamment sûr et agréable, alors même que la surface de Vénus, du fait de l'atmosphère, de la gravité, de la température, etc., est un enfer inhabitable. Contraste marqué donc avec la beauté paisible des villes flottantes environnées de sublimes nuages. La nouvelle ne verse pas dans les travers éventuellement hermétiques de la hard science de Compete, mais se montre tout à la fois solide et pédagogique à ce propos, sans excès fâcheux de didactisme non plus. L'intérêt de cette approche, c'est probablement d'amener le lecteur, en douceur, à prendre conscience de ce que tout cela, bien loin de constituer un fantasme sci-fi purement graphique, est parfaitement crédible, et au point de devenir parfaitement normal. Sense of wonder sur les tableaux que l'on ne devrait pas systématiquement opposer, des images et des idées. Mais pour que cela fonctionne, il faut sans doute intégrer ces divers éléments au quotidien, au-delà de la seule question de l'habitat. La novella est dès lors semée de mille et une allusions où la technologie, par la force des choses, se mêle à la culture, et peut-être pas seulement matérielle. Le diamant et l'étoile d'araignée sont ici des matériaux fort communs, et nos visiteurs auront l'occasion de participer à une mémorable sortie en kayak dans les nuages. À mon sens, c'est dans cette imbrication de la technologie et de la culture que se situe l'atout majeur de la novella, et peut-être plus encore dans la variante qui va suivre. Alors, techniquement, je ne crois pas qu'il s'agisse véritablement d'un spoiler, car les implications de la section suivante ne concernent pas forcément le récit à proprement parler, et je vais faire en sorte de ne pas rentrer dans les détails. Mais la surprise a sans doute joué positivement dans mon cas, alors au cas où, voilà, je vous préviens. En effet, dans Le Sultan des Nuages, la culture est toujours de la partie, au-delà de la seule technologie. La découverte d'Hypatie par David Tinkerman ne consiste pas qu'en émerveillement devant les prouesses matérielles du génie humain. La fascination vaguement teintée de malaise pour une culture différente est également présente, car l'humanité a évolué ainsi qu'elle est supposée le faire, et dans de multiples directions comme de juste. Au regard du récit, cette attitude du narrateur est à vrai dire plus ou moins crédible. Dans un monde pareil, j'ai un peu de mal à concevoir qu'un homme tel que David Tinkerman pourrait débouler sur Vénus, monde civilisé si cela veut dire quelque chose, sans rien connaître de ses us et coutumes. Il n'est pas censé être un ethnographe britannique du XIXe siècle, sortant bien tardivement de la réserve feutrée de son bureau oxonien pour découvrir sur le terrain, et avec plus ou moins d'horreur, que cette tribu au fond de l'Amazonie a véritablement des pratiques matrimoniales fort peu chrétiennes. Bon, il est vrai qu'à notre époque, franchir une frontière peut suffire à avoir des conséquences de cet ordre. C'est le fait que l'ignorance de Tinkerman soit totale, absolue, qui m'étonne un peu. Bon, mais j'imagine que cela pourrait tout de même faire sens. Reste que cette approche de la novella, éventuellement douteuse au plan narratif donc, produit des miracles au plan toujours associé donc des images et des idées, et ce tout particulièrement au regard de ce classique de l'anthropologie sociale que sont les systèmes matrimoniaux, et plus largement le rapport à la sexualité, mais aussi les coutumes liées à ces questions, en l'espèce le don et sa symbolique. David Tinkerman découvre que la société vénusienne a en la matière une approche bien ancrée mais aussi presque incompréhensible aux yeux de quiconque lui est extérieur, au point le cas échéant du scandale. Pourtant il s'agit là encore d'amener le lecteur, via ce narrateur étranger un peu naïf, typique du découvreur d'utopie, à envisager que tout cela est parfaitement normal. Une approche qui me plaît bien, d'autant qu'elle m'a surpris en fait. Le Sultan des Nuages s'éloigne ici des connotations les plus caricaturales de la hard science, et je ne m'attendais pas à y trouver ce genre de développement, ou en tout cas pas à ce niveau d'importance. En matière de SF anthropologique, cette novella n'a sans doute pas la radicalité fascinante de l'écoumène de l'immense Ursula K. Le Guin, mais il y a tout de même quelque chose dans cet esprit, encore que l'association des idées et des images évoque peut-être davantage un Jack Vance. D'autres références pourraient être avancées si l'on y tient. En fait, le ton de la novella m'a paru assez old school, notamment dans sa légèreté de façade, un peu badine. Connotation hard science ou pas, mais qui pourrait justifier un lien avec Arthur C. Clarke peut-être. Le Sultan des Nuages m'a rappelé à cet égard tout particulièrement les grands cycles d'histoire du futur des années 40 et 50. Pas tant Asimov et Fondation que Heinlein pour son histoire du futur, surtout, mais d'autres aspects m'ont fait penser, bizarrement ou pas, au Seigneur de l'instrumentalité de Cornelius Smith, notamment au roman d'Australie en fait, alors qu'à certains égards les deux textes sont en contrepoint. Mais il y a bien la dimension planète opéra, le personnage jeune et richissime au-delà de toute mesure, etc. Au gré du lecteur, cela pourra constituer un atout ou un handicap. Je crains toutefois, à titre très personnel, être plutôt dans la deuxième catégorie.
Trois raisons à cela. D'abord, une plume au mieux médiocre à mes yeux et qui pâtit notamment de cette légèreté dans le ton, peut-être un peu trop appuyée. Les blagounettes de David Tinkerman sont peut-être délibérément foireuses, mais elles n'aident pas à le prendre au sérieux. Il est heureux que l'univers brille au-delà de ce que le personnage en perçoit et en dit. Deuxième problème, justement, les personnages. Ils manquent tous de chair et d'âme. À mains égards, ils ne sont que des outils, réduits à leur dimension la plus fonctionnelle. Le docteur Amakawa est une présence froide sans plus de caractère. Carlos Fernando de la Croix Ortega de la Rolla Norvald Grumbaum, tout richissime gamin qu'il soit, ne concrétise pas vraiment les promesses de son extraction et de son nom délicieusement à rallonge. David Tinkerman nous prête guère plus que ses yeux, et quelques échos empreints de récrimination de ses désillusions et de ses fantasmes mis à part, une caméra aurait aussi bien fait l'affaire. Troisième problème, une histoire en forme de prétexte, sans guère d'ambiguïté à ce niveau. La trame narrative est au mieux médiocre, elle ne m'a jamais vraiment enthousiasmé, ni même vaguement intéressé, et ce alors même que ses implications définitives ont quelque chose d'apocalyptique, mais pas exprimé de façon à ce que le lecteur en frémisse. J'ai vraiment eu l'impression d'un prétexte, oui. La visite guidée d'Hypatie est passionnante et fascinante, au regard tant de la spéculation scientifico-technologique que de ses implications culturelles et sociétales, mais le fil rouge narratif est bien trop grossier pour convaincre. Un artifice assumé, qui par chance ne nuit pas au développement de fond, mais je crois que ça n'est pas passé loin. Bilan, bien mais pas top, comme on dit. J'ai globalement apprécié ma lecture, et je suppose que c'est l'essentiel. L'univers et la manière qu'a l'auteur de le décortiquer constituent des atouts marqués qui suscitent et entretiennent l'intérêt du lecteur bien mieux qu'une quelconque trame narrative, car il y en a une, mais elle est au mieux médiocre, en tant que telle, de peu d'importance. Reste la question du ton, et là c'est à chacun de voir. Ce ton m'a donc paru léger, ce qui y plaira ou pas, mais paradoxalement peut-être j'ai en même temps trouvé la plume de l'auteur un peu lourdingue. Bon, au registre du fonctionnel, on reconnaîtra à la novella formellement d'être relativement efficace, d'une manière en somme utilitariste. Le fait est que cela se lit très bien, un récit bref, aéré, où tout s'écoule. On tourne les pages sans même s'en rendre compte, ce qui en soi est sans doute très positif. Mais ce n'est pas exactement une merveille de poésie, ceci alors même que l'auteur a publié de la poésie sous mon inspiration scientifique. Qu'en penser alors? Résultat tout de même plus qu'honorable. Le sultan des nuages ne brille pas au niveau des plus grandes réussites de la collection, me concernant d'abord L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, ensuite Un pont sur la brume de Keith Johnson et Ceres et Vesta de Greg Egan. Mais cela vaut à mon sens bien mieux que les titres les plus anodins en une heure lumière, disons Dragon de Thomas Day et Le Nexus du Dr. Erdmann de Nancy Kress. Poumon vert de Yann MacLeod doit peut-être être placé à part. Cette novella constitue donc une lecture satisfaisante. Ce qui n'est pas le plus passionné des compliments, mais sur le moment la novella fonctionne et c'est probablement l'essentiel. Rien d'impérissable, mais ça marche, et au moins pour un temps, cela émerveille, comme la science-fiction dans son acception la plus orthodoxe est supposée le faire.